Et la première partie de cette émission, c'est alors un débat, j'en sais rien, enfin en tout cas... on va dire une phase d'explication dans le dialogue, voilà, on va appeler ça comme ça, avec Vanina Laurent-Ledru. Bonjour Vanina, directrice générale donc de Fondation S comme Sanofi, mais ça n'est pas Sanofi, mais tu vas nous expliquer tout ça. Jessica Weddle, salut Jessica, partner Deloitte et au cœur de cette practice santé, oui. Et tu vas nous donner un petit peu cette stratégie aujourd'hui des laboratoires autour de l'accès aux médicaments. Ça veut dire l'accès aux médicaments. Mais d'abord, Vanessa, petite présentation, Fondation S. Merci. Qu'est-ce que c'est ? Oui, absolument. Alors, tout le monde ne connaît pas Foundation S. Non. Le collectif Sanofi, c'est son nom entier. C'est l'entité philanthropique portée par le groupe Sanofi. Nous avons 4 axes d'action et nous servons vraiment les populations les plus vulnérables, principalement dans les pays du Sud. Premier axe, qui est un engagement historique pour le cancer des enfants. Ouais. Deuxième, sur tout ce qui est maladie tropicale. Et là, nous développons des médicaments innovants pour éliminer notamment la maladie du sommeil. Troisième axe, c'est tout ce qui est aide humanitaire. Nous intervenons pour l'aide d'urgence. Et puis enfin, quatrième axe qui nous tient particulièrement à cœur, parce que c'est le grand défi sanitaire qui nous attend, c'est l'impact du changement climatique sur la santé. Et donc, pour nous atteler à tous ces défis, on travaille vraiment avec une méthodologie innovante qui est autour du collectif. Le collectif des communautés que nous servons, parce qu'on est structuré comme laboratoire d'idées et laboratoire d'action. Donc le laboratoire d'idées, c'est les experts du collectif qui nous guident. Le laboratoire d'action, c'est comment on implémente ça dans les communautés. Et puis enfin, le troisième collectif, c'est les partenaires, parce qu'on travaille en mode public-privé pour nous atteler à relever ces défis. Vanina, tu as parlé de philanthropie. Je vais être bêtement capitaliste comme je le suis à chaque fois. La philanthropie, c'est évidemment quelque chose de formidable. Il y a d'ailleurs des mutations aujourd'hui sur l'organisation, la professionnalisation, je vais le dire comme ça, de la philanthropie, qui remonte, on va dire, à 10-15 ans, à partir du moment où des gars comme Bill Gates se sont mis à faire de la philanthropie. Ils ont voulu une efficacité dans la philanthropie qui a totalement changé la donne. Reste que je pense que la philanthropie peut être quelque chose de fragile parce que on peut vouloir changer d'objectif, on va le dire comme ça, du jour au lendemain. Ce dont on va parler là, Jessica, oui. C'est d'une orientation business. C'est bien d'une orientation business oui. que prennent aujourd'hui les grands labos vers l'accès aux médicaments pour les populations les plus pauvres et pour les pays en voie de développement. Oui. Sur quoi repose cette orientation business ? Oui. Donc l'accès aux médicaments, ce problème, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le fait que, comme vous avez dit, les laboratoires pharmaceutiques, de plus en plus, ils réagissent sur cet enjeu. Donc nous, on voit qu'il y a 2 dynamiques principales sur le fait que, d'abord, il y a beaucoup plus de pression sur le ESG. Donc le fait de donner et d'augmenter l'accès aux médicaments, il y a de la pression des investisseurs, les ONG, les employés également, sur les actions. Mais le deuxième dynamique qu'on voit, c'est le fait que c'est une question économique. Le fait que 80% de la population, c'est dans les pays en voie de développement. Absolument. Et la projection sur l'augmentation de revenus possibles sur les médicaments dans les pays en voie de développement, c'est 8% versus 2-3% dans les pays riches. Donc il y a un vrai enjeu économique, comme vous avez dit. Jessica, tu me donnais ce chiffre que je ne connaissais pas. 90% de la rentabilité des laboratoires aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Oui. Dans la plupart des cas, la rentabilité, ça se fait aux États-Unis. Et il y a 6 mois, il y avait une politique aux États-Unis qui s'appelle Inflation Reduction Act, qui va mettre une vraie pression sur les prix aux États-Unis. Donc, à la fois, il y a des marchés qui sont en croissance, les pays en voie de développement, mais aussi, il y a une dynamique il y a une pression sur le marché principal. Mais tous les acteurs du business qui peuvent nous regarder, si tu as 80% de ta rentabilité qui repose globalement sur un client, même si c'est un gros client, c'est une fragilité de dingue. Oui. Il y a un vrai risque. Bon, comment est-ce qu'on organise tout ça maintenant, Vanina ? Parce que tout ça est absolument passionnant et vous allez voir ça dans les 20 minutes qui nous restent. Il y a des sujets, j'ai presque envie de dire, qu'on ne soupçonne pas et certains même dont on aurait du mal à parler ici dans ce pays. Je prends par exemple l'exemple de formulations qui doivent forcément être ethniques ou en tout cas
adapté aux populations qui vont recevoir ces médicaments? Alors, c'est une excellente question. Donc, en fait, pour repenser l'accès aux médicaments, le groupe Sanofi a choisi de repenser complètement son impact sociétal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en effet essentiel de pouvoir toucher les populations les plus vulnérables, parce qu'on sait aujourd'hui que pour $1 investi en santé, ça ramène 2 à 4 dollars de bénéfices économiques. Donc aujourd'hui, pour faire ça, on a choisi de faire reposer l'approche sur Foundation S, dont j'ai parlé, qui est en effet la philanthropie. Et puis le groupe Sanofi a institué un deuxième véhicule qui s'appelle l'unité de santé globale. Et cette unité, elle a pour mission de donner accès à prix coûtant 30 de nos médicaments dans 40 pays les plus pauvres de la planète. Et donc, l'important aujourd'hui, c'est de comprendre que l'accès, c'est un objet multifacetté et on peut le traiter par différents véhicules qui tous apportent une réponse. Oui, mais Vanina, en fait, spontanément, on pense au prix. Et peut-être qu'on aura le temps de discuter de l'histoire des brevets, par exemple, autour du Covid, qui était un débat que j'ai trouvé absolument passionnant. Spontanément, on pense au prix. En fait, je réalise en discutant avec vous, pour préparer cette émission, c'est presque le plus simple, finalement, que de baisser le prix d'un médicament. Derrière tout ce qui est formulation, définition même des maladies sur lesquelles on va faire de la recherche, posologie, logistique, stockage, enfin, ce sont énormément de sujets à adresser et de problèmes à résoudre. Alors, en effet, ce sont des problèmes à résoudre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pour l'accès aux médicaments, le prix, n'est pas le seul point d'entrée. Ce qui est important à comprendre, c'est que l'accès aux médicaments, c'est un sport collectif. Ce que je veux dire par là, c'est que si on ne pense pas à la mise en œuvre sur le terrain, en fait, on n'y arrive pas. Ouais. Pour Foundation S, on a été capable, par exemple, ces 2 dernières années, de donner 55 millions de traitements journaliers qui ont touché 22 millions de vies de patients. Ça ne se fait que parce qu'on travaille en collectif et qu'on est sûr qu'ensuite le médicament arrive à la bonne personne au bon moment. Et ça, c'est le vrai enjeu. C'est qu'aujourd'hui, on est dans des déficits de mise en œuvre extrêmes et que donc on a besoin de nouveaux véhicules pour arriver à ce que les anglo-saxons appellent le last mile, ce dernier kilomètre pour toucher les populations les plus vulnérables. C'est aujourd'hui pour elles qu'on doit se battre. Jessica, vas-y. Je pense qu'on est plus conscient qu'il n'y a pas que le prix. On a fait une étude, Deloitte a fait une étude sur ce que l'industrie fait. Il y a 5 ans, l'essentiel, c'était de la philanthropie, des dons de médicaments. Voilà. Maintenant, on réagit beaucoup plus sur les actions sur les R&D, du fait de créer des médicaments plus stables pour qu'ils résistent plus la chaîne de froid. Donc ça, on voit que de plus en plus, on voit les laboratoires pharmaceutiques, ils font des access plans, des plans d'accès aux médicaments au niveau des R&D. Il y a les licences qui sont liées au brevet, comme vous avez mentionné, le fait d'avoir les licences volontaires. Ça veut dire qu'ils donnent leur brevet ou ils donnent la capacité aux génériques. Absolument. Des manufacturiers génériques de distribuer leurs médicaments. Donc, de plus en plus, on est conscient que le prix, c'est une partie de ce problème. Le prix, c'est une partie. Les brevets, c'est une partie aussi. Mais quand je dis simple, c'est évidemment une décision qui a des implications sur le compte de résultats qui sont évidemment importantes. Mais c'est une décision qui peut être prise comme ça. Et un directeur général peut dire « Allez, OK, on décide de le faire ». Ce que tu peux nous raconter, Jessica, c'est que quand au départ, tu décides de lancer un programme de recherche sur la maladie du sommeil, sur le palu, sur des maladies rares qu'on ne trouve que dans les pays en voie de développement, là, il faut tout reprendre finalement à la base. Et la façon dont tu vas mener la recherche, et ensuite la façon dont tu vas designer le médicament ou la molécule qui va sortir de ces laboratoires de recherche. Raconte-nous un peu comment ça se passe. C'est vrai qu'il faut repenser à la façon de faire, mais je pense qu'il y a une grosse orthodoxie sur le fait que ça va coûter très cher, il n'y aura pas de business case pour le faire, mais je pense que c'est ce qu'on voit en vrai, c'est que tous ces changements-là, si vous le faites très tôt dans le développement clinique, en fait, parfois, c'est pas cher ou c'est gratuit. Donc, par exemple, une étude sur la stabilité, donc ce que j'ai cité sur le fait que les médicaments sont
sont plus stables, ça peut coûter 200 000, 300 000 sur une étude clinique qui peuvent coûter, je ne sais pas, 50 000, 100 millions. Donc vraiment parfois... Je veux dire 200, 300 000 $ sur un investissement de 100 millions de dollars pour la molécule. Voilà. Donc c'est un point de détail en fait, Exactement. mais il faut y penser. Il faut y penser. Il faut y penser. Il faut avoir conscience ou il faut avoir un objectif de lancer ces médicaments dans les pays en voie de développement, et donc il faut en penser. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on lance les produits surtout pour les États-Unis et peut-être quelques pays en Europe et le Japon. Maintenant, il faut penser plus large. C'est ça, ça doit être l'objectif de départ. Et je reviens sur la question que je posais tout à l'heure sur la composition de la cohorte, par exemple, qui va servir à tester ce médicament. Bon, il faut la faire à un moment sur des bases ethniques pour être sûr que ce médicament sera efficace pour les populations qu'on veut cibler. Oui, et c'est beaucoup moins cher de le faire beaucoup plus tôt de décider de faire ça sur la deuxième phase de développement, de refaire après que vous avez lancé, parce que ça veut dire qu'il faut refaire une étude clinique après vous avez déjà fait, et ça c'est beaucoup plus cher. Vanina, comment est-ce que les pays cibles reçoivent l'ensemble de ces efforts? Parce que là encore, le truc n'est peut-être pas forcément binaire. C'est-à-dire, il y a des éléments de souveraineté pour eux aussi qu'il faut gérer, enfin qui sont parfaitement légitimes et qu'il faut gérer. Comment est-ce que... Alors aujourd'hui, je voudrais... je rentre juste de la COP 28 à Dubaï, où en fait, on a parlé de changement climatique, mais on a parlé aussi de changement climatique et de santé. Parce que la nouvelle pandémie auquel on fait face aujourd'hui, c'est le changement climatique. Et je parle de ça parce que les pays du Sud ont absolument bien compris cet enjeu. Et en fait, aujourd'hui, ils demandent à l'ensemble de la communauté internationale de renverser la table. C'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer à penser l'accès aux médicaments comme on le faisait et comme on le fait encore très confortablement, je dirais, de Paris ou de New York. On doit le penser avec cet axe du changement climatique en tête. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a besoin, en fait, de partenariats, donc de construire avec eux les nouveaux besoins auxquels ils sont confrontés. On a besoin, et c'est pour ça qu'avec Foundation Health, on travaille sur la maladie du sommeil pour l'éliminer complètement, parce que ce genre de maladie portée par des vecteurs, en l'occurrence c'est une mouche, est en augmentation due à l'élévation des températures. C'est-à-dire que les moustiques, les mouches tsetse qui transmettent la maladie du sommeil, arrivent dans de plus en plus de zones et menacent tous les progrès qu'on avait en santé globale. Donc en fait, aujourd'hui, quand je dis qu'il faut renverser la table, c'est tous les investissements que les entreprises de santé ou d'autres ont fait avec vraiment des efforts considérables pour avoir des gains de développement, des gains de santé. Tout ça est complètement menacé par le changement climatique. Et donc, on ne peut plus penser l'accès comme on le faisait en se disant oui, on va intégrer des populations d'ethnicités différentes et donc forcément on aura accès ou on comprendra mieux leurs besoins. Ce n'est même plus ça aujourd'hui la réalité. C'est ce changement climatique qui impacte la santé. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, d'abord, attends, je reprends ta phrase, parce que quand même, j'en avais pas conscience. C'est-à-dire, la nouvelle pandémie, c'est le changement climatique. 7 millions de morts par an, juste dû à la pollution de l'air, c'est plus que pendant toute la pandémie Covid. 7 millions de morts par an qui meurent juste de la pollution. Oui, mais la pollution de l'air, c'est... Enfin, malheureusement, c'est pas nouveau. Oui, mais c'est pas. Enfin, il y avait. Je pense qu'il y a 20 ans aussi, il y avait 7 millions de personnes qui mouraient du fait de la pollution de l'air. Non, parce qu'en fait, la pollution de l'air fait qu'il y a une élévation du CO2 dans l'atmosphère. Il y a d'autres chiffres. Il y a 250 000 morts par an, et c'est un chiffre très, 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 très conservateur, additionnel, rien à voir avec d'autres facteurs, mais que des facteurs environnementaux. 250 000 morts supplémentaires par an. Et tous ces impacts-là sont de prime abord ressentis dans les pays du Sud. C'est vraiment eux qui sont en première ligne. Non, et puis alors, je pensais très cyniquement, parce que voilà, à chaque fois, tu as un argument de plus aussi pour les investisseurs, c'est-à-dire le réchauffement. Le réchauffement, ce sont aussi des maladies tropicales, subsahariennes, etc., qui remontent. Absolument. Et qui remontent avec leurs vecteurs et qui suivent en fait le réchauffement. Le paludisme arrive. Exactement. La dingue, on l'a vu en France. Exactement. Donc, comment ça se passe à ce moment-là, ce dialogue ? Quand tu dis il faut renverser la table, ça veut dire quoi ? Ça veut dire rentrer dans un dialogue avec directement les autorités de santé de ces pays ? Pour moi, c'est ce que je disais sur la force du collectif. C'est-à-dire qu'on ne peut plus penser l'accès comme étant seulement la responsabilité d'une des parties à la table. L'accès, c'est ce que je disais, c'est un sport collectif, c'est-à-dire que oui, les autorités de santé doivent travailler à identifier ces nouveaux besoins,
les populations locales aussi, parce qu'en fait, c'est quand même elles qui savent le mieux ce dont elles ont besoin et les premiers impacts. Par exemple, que le paludisme a, on travaille au Tchad. Le Tchad, en fait, maintenant voit des cas de paludisme absolument flambés parce qu'il y a des inondations au Tchad. Il n'y avait pas d'inondations avant. Ça, c'est complètement 100% lié au changement climatique. Et le temps que toutes ces données remontent et qu'on puisse, les entreprises de santé puissent réfléchir aux impacts que ça va avoir, c'est toute la chaîne qui doit être mise en responsabilité. Oui. Jessica? Je suis complètement d'accord avec Vanina et ça revient au sujet dont on a parlé, avec le fait qu'il faut planifier beaucoup plus tôt sur ce qui va se passer. Et je pense que le changement climatique, c'est vrai que ça va changer les types de maladies qui vont être prévalents dans les pays en voie de développement. On voit de plus en plus, il y a des maladies respiratoires liées à tous ces effets de... C'est vrai que ce n'est pas nouveau, mais on voit que la prévalence augmente. Ouais. Et je pense que dans le passé, on pensait que les médicaments pour les pays en voie de développement, c'est plutôt les maladies infectieuses. Il y avait beaucoup de progrès sur les maladies infectieuses, mais c'est ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, c'est les maladies non communicables, donc type oncologie, respiratoire, etc. Donc je pense que de plus en plus, il faut réfléchir sur la façon dont on fait les médicaments, on adapte les médicaments, mais aussi le type de maladie qu'on traite, qui va changer avec le changement climatique, justement. Et puis peut-être un point rapide sur comment on les délivre. Le groupe Sanofi a lancé cette marque Impact, qui est une marque unique dans les 40 pays dont je parlais tout à l'heure, délivrée par l'unité de soins globale. Juste pour compléter ce que Jessica disait, c'est important aussi pour arriver... C'est-à-dire, non, mais ça m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire, comment ça, une marque? C'est-à-dire une marque qui s'appelle la marque Impact. Ouais. Il y a plus de boîtes spécifiques pays par pays. On arrive à, en fait, avoir une chaîne complètement coordonnée dès l'amont pour dire... Ces 30 médicaments qu'on met pour les maladies non transmissibles, donc ce dont Jessica parlait, le cancer, le diabète et d'autres, on a des produits qui répondent à ces besoins et qu'on est capable de distribuer de façon harmonisée, coordonnée dans ces 40 pays. On va voir ce qui se passe du côté aussi de la recherche-développement dans la deuxième partie de cette émission. C'est d'autant plus intéressant, indispensable, etc., que globalement, les unités de fabrication de l'ensemble de ces médicaments, y compris celles pour les pays riches, elles sont en fait dans les pays en voie de développement pour beaucoup d'entre elles. Elles sont beaucoup en Inde. Alors oui, il y a le sujet chinois qui est toujours un sujet ambivalent, mais là, on voit que les médicaments innovants, au minimum, il y a 1%. En moyenne qui sont dans les pays en voie de développement. Là, on voit qu'il y a des médicaments... Y compris la fabrication? La fabrication... moi, je pensais à la fabrication, les principes actifs, plutôt etc. Générique. Plutôt générique, oui. voilà, c'est ça. Oui. Ouais. Je pense que la fabrication des médicaments innovants, la plupart sont dans les pays riches. Sont aujourd'hui dans les pays riches. D'accord. Les laboratoires pharmaceutiques sont toujours très averses à risque. Donc, ils restent en général dans les pays riches. Toujours ces histoires de brevets. Oui. Absolument. Il nous reste en conclusion, Vanina, quel est à la limite l'élément qui te semble le plus complexe ou le défi le plus important à relever vraiment dans ce spectre de l'accès aux médicaments? Alors pour moi, je venais vraiment tirer la sonnette d'alarme sur l'importance d'associer changement climatique et accès aux médicaments. Ça, on a bien et donc, compris le truc. Aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est de faire arriver du financement flexible auprès des communautés locales. Et donc, en fait, c'est ça qui va être le nouvel enjeu. Ça veut dire quoi, financement? Donc du financement flexible, c'est-à-dire pas arriver à penser... l'accès aux médicaments à travers des fonds globaux qui soient très verticalisés sur chaque maladie, comme on a pu le voir par le passé, où on avait un fonds pour le sida, la tuberculose, le paludisme, un autre pour la vaccination. Aujourd'hui, en fait, il est essentiel de renforcer les systèmes de santé pour être capable d'absorber les chocs et d'avoir une équité dans le système d'accès aux médicaments. Ce n'est pas au privé de décider comment l'accès va se faire ensuite sur le terrain. Ça doit être des systèmes de santé organisés qui doivent le faire. Et donc, notre responsabilité, elle se déplace maintenant sur le renforcement de ces systèmes de santé. C'est ça le nouvel enjeu. Quasi politique. Jessica, le premier défi? Moi, je suis optimiste, et c'est pas juste parce que je suis américaine. Mais, je suis optimiste, pourquoi? Parce que là, ça fait des années que je travaille dans l'industrie. Ça fait presque 20 ans que je travaille avec les laboratoires pharmaceutiques.
il y a une vraie prise de conscience et je pense qu'il y a un vrai business case, comme vous avez dit. Je pense qu'il y a un vrai enjeu économique pour continuer à augmenter l'accès aux médicaments. On a beaucoup de travail à faire, mais je pense qu'il y a une vraie raison économique pour le faire et c'est la raison pour laquelle je pense que les labos ils vont continuer à investir, les autres entreprises de santé ils vont investir et je pense qu'il y aura de progrès. Il y a un adage qui dit s'il y a une volonté, il y a un chemin. Sur Bismart, on dit s'il y a un business, il y a un chemin. Voilà. Toujours moi, le chemin. Il faut être, quand on a un rêve, on le porte à plusieurs. Bon, super. Merci mesdames. Merci, et on va aller voir ce qui se passe Stéphane. tout de suite du côté de la recherche-développement. On continue Smart Care.